Ah, il vous a manqué ce décor, hein. Ah, moi aussi. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Mon dieu, cette phrase n'a pas été prononcée depuis 1 an sur cette chaîne. Oui, en effet, ça fait 1 an que j'ai pas sorti de vidéo, malgré le fait que, vous souvenez-vous. Et en finale, peu importe qui m'écoutera, je serai là. Ah ouais, tu seras là, hein. Hein, tu seras là, enculé! Et là, on va me demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé durant 2018? Pourquoi t'as pas fait de vidéo? Et moi, j'ai envie de vous répondre, bah, j'aimerais vous expliquer, sauf que, juste, 2018, c'était le bordel! C'était le gros bordel. Tant au niveau, personnel qu'au niveau, qu'est-ce que je vais faire sur la chaîne? Remise en question, du coup, c'était assez compliqué. Surtout que je me disais, je continue pas, je fais des critiques, je fais pas de critiques. Je savais plus trop quoi faire, et vu que j'étais dans mon appart à Paris, dont je vous ai dit que j'avais des voisins, des échos, et que c'était le bordel pour faire une vidéo, du coup, j'ai pas non plus osé faire dans mon appart à Paris. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va un peu se reposer, un peu remettre en question, un peu réfléchir. Et finalement, j'en ai pas fait de tout 2018, donc désolé. Vraiment désolé pour ceux qui attendaient des vidéos. Voilà, j'espérais en faire, mais j'en ai finalement pas fait, et c'était vraiment le bordel. Donc du coup, voilà, désolé pour tout ça. Pareil pour les vidéos achats, que je pense pas continuer parce que ça m'intéresse plus trop. Mais bref, je vais pas trop parler de ce sujet parce que bah, c'est pas le sujet de la vidéo. Et de toute façon, bah, y a pas grand chose à dire en fait. Si ce n'est que j'avais quand même envie, en ce début d'année 2019, de vous parler des films de 2018. Parce que, voilà, bon, j'aurais pu faire ça en fin 2018, mais je voulais rattraper certains films de 2018 que je n'avais pas encore vus. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, début 2019, ça fera 1 an que j'ai pas continué la vidéo. Et puis ce sera parfait pour vous parler des meilleurs de 2018 ainsi que des pires. C'est d'ailleurs sur quoi on va commencer. Et pour savourer le tout, je vais pas faire un top 10 mais bien un top 15, donc flop 15 et top 15 parce que voilà, j'ai beaucoup de films à vous parler. Et vu que j'ai pas parlé de toute l'année 2018, je me suis dit autant casser plein de films et vous parler de plein de films que j'ai aimés. Parce que bah, c'est bien de parler de 10 films mais 15 c'est toujours mieux. Par contre, je tiens à prévenir tout de suite. On se calme tout de suite dans les commentaires. Si je prononce un seul nom de film qui est dans ce flop que vous aimez, c'est pas grave. Non, parce que je vous vois venir les commentaires du genre « Eh mais ça c'est un très bon film, qu'est-ce que ça fout dans le flop? Dégage ce film du flop !» Sauf que je mets les films que je veux parce que ce sont des expériences personnelles. Un film c'est une expérience personnelle, donc si j'ai mis ce film dans le flop, c'est parce que j'ai mes raisons personnelles. Donc si jamais un film de ce flop est dans votre top, bah écoutez, tant mieux. De toute façon, voilà, tout le monde a des goûts différents. Bon, après, je vous préviens, dans le flop, les premiers films dont je vais vous parler, c'est plus des déceptions personnelles. C'est pas des mauvais films en soi. Le reste, ce sera plus des mauvais films, mais on va commencer par des trucs un peu plus. Vous pouvez largement aimer ces films, et moi, c'était des petites déceptions personnelles. Donc, bah, c'est des avis qui sont personnels. Donc, du coup, tu lâches ce couteau, tu lâches ton flingue, tu lâches ta bite. On va parler des pires films, de mes pires films de l'année 2018. Et on va commencer sans plus tarder, et je vais me faire directement taper sur les doigts. Parce que je vous rappelle, ce sont pas des mauvais films, mais des mauvaises expériences. Enfin, des déceptions plutôt. C'est pas des mauvaises expériences, des expériences qui étaient pas trop mal, mais qui m'ont assez déçu par rapport à mes attentes et par rapport à ce que tout le monde en parle. Surtout pour le premier, car numéro 15, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Je n'ai rien contre Del Toro, même si j'avoue, je n'approuve pas trop son cinéma, j'ai du mal avec son cinéma, même si c'est du genre fantastique. Je veux dire, le mec il fait des films de monstres et tout. Le film fantastique en général, j'aime beaucoup, enfin le genre fantastique du moins. Parce que bah, déjà c'est de l'horreur, et j'aime beaucoup l'horreur. Je pense que ça se voit pas trop sur cette chaîne depuis le début. Mais j'avoue que ces films, j'ai eu tellement de mal. Même les films de monstres, je veux dire, Le Labyrinthe de Pan, j'ai eu beaucoup de mal. Crimson Peak, j'ai pas adhéré du tout. Et donc du coup, j'ai pas fait Pacific Rim ou d'autres films à lui. Mais du coup, La forme de l'eau, j'en suis ressorti tellement indifférent. Le problème que j'ai avec ce film, parce que le visuel et tout, c'est très beau, c'est poétique, même si j'avoue que la créature, elle fait trop humaine. Je trouve qu'elle fait trop humaine, j'arrive pas à voir ça comme une créature fantastique, mais plus comme un mec en cosplay qui, bah, juste qui est en eau, quoi. Enfin, qui est tout trempé et tout, parce que c'est une créature de profondeur. Mais j'ai l'impression que c'est un costume avec un mec dedans. Enfin, j'ai du mal à voir la créature elle-même. Donc du coup, c'est assez compliqué. Et puis alors, je suis désolé, mais meilleur film aux Oscars. Ce film. Je veux dire, c'est un scénario, c'est une fusion entre La Belle et la Bête et L'étrange créature de Lac Noir, avec des méchants scientifiques. Je veux dire, les scientifiques dans ce film, ils sont caricaturaux. On est méchants, on travaille pour la science. Et même le méchant principal, enfin, il a toutes les répliques du connard. Genre toutes les répliques, j'ai calculé, mais toutes.
C'est incroyable. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que je trouve le film assez moyen. Il est beau, je dis pas le contraire, il est très beau, il est assez poétique et tout, mais même malgré toutes ces idées de mise en scène et ces idées visuelles qui sont vraiment intéressantes, le scénario m'a pas parlé et je trouve ça un peu cliché et pas très nouveau. Donc du coup, voilà, bof. Mais bon, je le répète, c'est une décision personnelle. Si vous avez aimé le film, tant mieux, je revendique pas sa qualité. Mais j'avoue que scénaristiquement, ça m'a pas des masses convaincu. Bref, on va passer donc au numéro 14. Numéro 14, Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, de David Yates. J'y croyais, mais tellement. Déjà, petit rappel, j'avais parlé des Animaux Fantastiques premier du nom dans le flop de 2016. Rebonjour, les Animaux Fantastiques dans le flop. Le fait est que le premier, à l'époque, je l'avais trouvé assez vide et pas très intéressant. Je me suis dit, je vais quand même le revoir avant ce deuxième opus, parce que ça se trouve, mon avis a évolué depuis. Sauf qu'il n'a pas évolué d'un millimètre. Et même pire, je trouve encore plus inutile ce premier film que le deuxième d'ailleurs. Ce premier opus ne sert à rien. C'est les Pokémon dans le monde des sorciers. Il va chercher des animaux fantastiques pendant 2 heures, et 15 minutes plus tard, et ils font un combat final, et il y a le méchant qui apparaît, et voilà, peut-être que le méchant va être bien, tiens. On verra dans le 2. Et le 2, ça brasse du vent pendant 2 heures. Le problème, c'est que je suis un gros fan d'Harry Potter, je connais l'univers très très bien, je connais vraiment très bien l'univers, et le fait est que, si je comprends pas qui sont les personnages et quels sont tous ces liens entre eux, si je comprends pas ça, mais imagine les non-fans d'Harry Potter, on est perdu tout le long. Je me suis dit, mais où est-ce que tu veux aller, film? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux emmener cette saga? Je ne comprends pas. Je veux dire, dites-vous que dans la saga Harry Potter, on a 8 films. Dans le premier film, qui insérait 8 films, on avait tout. Absolument tout. Toutes les ambitions, tous les personnages, qui étaient le méchant, qui étaient gentils, absolument tout. Là, on a 2 films. Pour 5. En 2 films, on introduit à peine le méchant. Les héros, c'est vite fait. On ne sait pas pourquoi le héros a été choisi, pourquoi c'est lui l'élu. On ne sait pas tout ça. Et tous les liens de personnages qui sont en train de se construire, c'est le bordel. C'est un épisode de série. Je suis désolé, c'est un épisode de série. C'est un épisode de transition où à la fin on te refait un cliffhanger tout pété en mode la suite va être trop bien. Comme dans le premier vous introduisez Grindelwald. Du coup le premier je me suis dit c'est cool, le 2 on va mettre enfin le méchant. Sauf que le méchant a une scène à lui, il présente 2 minutes ses ambitions et puis c'est fini. Et il y a du fan service parce que Nicolas Flamel ne sert à rien. Bonjour, il y a la pierre philosophale en fond, ça te fait plaisir hein fan? Oui, bon je m'en branle, ça sert à rien dans le scénario. Grindelwald est cool certes, mais le reste, je m'en branle. De plus, dans le premier Animal Fantastique, à la fin, le personnage humoristique, là, je sais pas comment il s'appelle, le gros, il avait eu le sort d'oubliette. Dans le deuxième film, on te dit, non, finalement, ça va, il a pas oublié. Il a pas tout oublié. Alors, je sais plus ce que c'était le truc, mais rien que pour le numéro 14, c'est beaucoup trop long. Jusqu'au premier, ça va être horrible. Ça va mettre 1h30 de vidéo, je suis désolé si c'est long. Mais en tout cas, dans le 2, on nous dit, il a oublié que les mauvaises choses. Donc tu m'expliques, si Hermione a oublié si on dit comme ça, ses parents ont oublié leur fille, parce que ils ont vécu que des mauvaises choses avec? Je sais pas, ils aimaient pas leur fille, je sais pas. Parce que ses parents, ils l'ont oublié, Hermione, à me souvenir. Bref, il y a tous des trucs comme ça que je me suis dit, c'est pas normal, et ça va pas assez loin, et pourquoi ça, où ça va, je sais pas où cette saga va mener. Je ne comprends pas. Je sais qu'elle va mener au combat Albus Dumbledore Grindelwald, mais là comme ça, j'arrive pas, je comprends pas où ça va. Où est-ce que vous voulez aller les gars? En plus je me dis que c'est réalisé par David Yates. David Yates qui a réalisé la deuxième moitié des Harry Potter, qui était très bon, tous. J'ai pas grand chose à leur reprocher à tous. Et là, pourquoi en 2 films on a l'impression qu'il fait n'importe quoi? Je pense que ce n'est pas à cause de David Yates. C'est parce que J.K. Rowling est au scénario. J.K. Rowling est une littéraire. J.K. Rowling est une auteure de bouquins. Ce n'est pas le même boulot qu'être scénariste de cinéma. Ce n'est pas la même narration, c'est pas la même façon d'écrire les choses. Donc ce qui fait que là, elle est en train de nous écrire des épisodes de série qui vont finir à... Voilà, je sais pas. Et c'est ce que je reproche à ce film, c'est de brasser du vent pour pas grand chose. Mais pour te dire, le 3e va être trop bien. Et le 3e, ça va faire pareil, brasser du vent, il va dire le 4e c'est trop bien. Etc. Je sais pas. Mais ça va
Ça va nulle part pour l'instant et je ne comprends pas les ambitions de ce truc. C'est très beau, mais je sais pas où ça mène et ça m'emmerde. Donc c'est très chiant et même si je peux comprendre qu'il y en a qui aiment, je trouve ça vide. Et enfin, c'est pas que c'est vide, c'est juste que bon, on sait pas où ça mène. Du coup, c'est compliqué. Donc voilà, les animaux fantastiques, c'est très moyen. Pour ça, c'est pas un mauvais film, hein. Le film est très sympa et tout en général, mais c'est juste que c'est très moyen et je comprends pas où ça mène, tout simplement. Bref, passons maintenant au numéro 13. Vous allez me détester, je sais tout de suite. Numéro 13, First Man de Damien Chazelle. Ah Alors là, c'est compliqué. Parce que c'est un biopic, c'est un très bon biopic, je dis pas le contraire. Le problème, c'est que déjà, j'aime pas la mise en scène de ce film, j'aime pas du tout. Le scénario, je trouve ça un peu chiant. Même si les 2h30 sont bien passées, enfin, les 2h30 vraiment sont plutôt bien passées, j'avais très peur de ça. Je sais pas, il iconise pas ces scènes. La mise en scène, je la trouve bordélique. Il y a des plans dans les vaisseaux, enfin, dans les capsules dont du coup ils sont. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est chiant. 5 minutes où ça bouge comme ça. Arrête, arrête, je vais vomir, arrête. Et même, enfin, Ryan Gosling, je n'arrive toujours pas avec ce mec. Il y a une scène où il fait un sourire, où il rigole, je sais pas trop, je me suis dit, ah, il fait un mouvement de lèvres, génial, enfin. Mais tout le reste du film, je n'arrive pas à avoir des émotions. Il est neutre, ce mec. Et même au niveau visuel, déjà il y a beaucoup de grains, je pense que c'est tourné en pellicule, j'imagine, je sais pas trop, mais j'imagine, il y a beaucoup de grains, et les scènes de lune. Les scènes de lune, je les trouve moches. Déjà, il a filmé un vaisseau donc, qui bougeait voilà, sur des machineries, et l'écran de cinéma derrière, où il projetait la lune. Ce qui fait que c'est pas des effets numériques, c'est un effet, un effet visuel, quoi, du coup. Mais c'est moche, je trouve ça vraiment moche. Les scènes de lune, j'y ai pas cru. Honnêtement, je suis désolé, visuellement, je trouve ça assez immonde. En plus, avec le grain de la pellicule, enfin, avec le grain de l'image en tout cas, je trouve ça moche, pas réaliste. Et pareil, quand il balance le collier de sa fille sur la lune, je voyais juste Rose dans Titanic qui jetait le cœur de l'océan. Je me suis dit, oui, ça c'est une scène du Titanic, les gars. Vous reprenez ça. Je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais ça m'a fait le coup là. Et enfin bref, du coup, je trouve ça ok, c'est intimiste, ok, ça se focalise pas sur le truc de l'espace, mais sur la vie de Armstrong même, ok, mais moi ça m'intéresse pas. Enfin, je m'en fous. Ça peut intéresser des gens, je dis pas, mais moi je m'en fous. C'est pour ça, c'est une déception personnelle, là, c'est pas un mauvais film, mais c'est juste que ça, je m'en fous, quoi. Et puis même la mise en scène bordélique, et les morts, je m'en suis un peu foutu. Même s'il explique beaucoup de trucs dans le film qui sont vachement intéressants, je trouve ça, visuellement, c'est pas très beau, je trouve. Et ça iconise pas vraiment la chose. Peut-être qu'on s'en fout de ça, mais moi, ça me gêne, ça me dérange, j'aurais préféré autre chose, tout simplement. Oui, j'aurais préféré autre chose. Pour ça, je dis que c'est une déception personnelle. Calmez-vous. Bref, voilà pour First Man. Voilà. Désolé, mais moi, j'ai pas du tout accroché à cette mise en scène, cette adaptation du truc. Voilà, voilà. Bref, on passe au suivant. Numéro 12, Cloverfield Paradox, de Julius Onah. Un film Netflix, donc, j'attendais beaucoup, parce que déjà, Cloverfield Paradox, j'ai jamais vu un titre aussi stylé de ma vie. Enfin, je trouve ça vachement stylé, puis j'aime bien tout ce qui est paradoxe. Le scénario de base m'intéressait tellement, je me suis dit, ils sont dans l'espace et la Terre disparaît. Je me suis dit, putain, c'est fou, ça commence tellement bien. Alors oui, c'est sérieux au début, malgré que finalement la Terre ne disparaît pas. À ce que j'ai compris, c'est eux qui sont déplacés plus loin, donc la Terre n'est plus en vision. Donc c'est pas la Terre qui disparaît, c'est eux qui vont plus loin. La Terre, elle, existe toujours, à ce que j'ai compris. Alors j'ai plus trop de souvenirs du film parce que je l'ai vu, je sais plus quand d'ailleurs, mais dans l'année en tout cas. Et mes souvenirs sont très très minimes, parce que ça fait longtemps du coup je l'ai plus revu, j'ai pas eu envie de le revoir, hein, d'où le flop. Ça commence à être sérieux, et puis ça se transforme en nanar. Mais alors à un point, je me suis dit, mais vous êtes sérieux? Vraiment, il y a des visuels, je me suis dit, mais c'est moche, c'est ridicule. Les personnages sont pas intéressants, il y a des personnages qui sont cons. Enfin, à mes souvenirs, c'était vraiment ça, et... Non, vraiment, je trouvais ça limite ridicule. Et t'as juste le plan de fin qui te dit, hé, c'est l'univers Cloverfield! Ouais! Sauf que tout le long, c'était pas vraiment du Cloverfield, c'était plus du film de l'espace lambda, je dirais, avec un scénario de base très cool, mais qui sont sûrement un truc naze, un peu ridicule, ça sait pas où ça va en fait. Il sait pas où il va ce film. J'ai pas grand chose à en dire parce que j'ai plus trop souvenir du film, mais à mes souvenirs, voilà, globalement c'est ce que je m'en souviens, et je trouvais pas ça terrible, vraiment pas terrible, c'était assez dommage, parce que j'attendais ce film, même si je suis pas fan de l'univers de base,
Parce que le premier Cloverfield, bouah, j'ai eu beaucoup de mal. Le 2, c'était vraiment excellent. C'était Cloverfield Lane, franchement, j'ai gardé de très bons souvenirs. Je l'ai vu qu'une fois, mais de très bons souvenirs. Et là, globalement, le titre est stylé, le synopsis est stylé, mais tout le film, c'est dommage. Vraiment dommage. Donc voilà pour Cloverfield Paradox. Un petit gâchis, je trouve. Vraiment dommage, très oubliable. Voilà, on passe au suivant. Numéro 11, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. On va me détester, yes, enfin. Alors autant Cloverfield Paradox, je trouve ça assez mauvais, voilà. Mais autant, je suis conscient Under the Silver Lake, c'est pas du tout mon style de cinéma. Je me suis fait chier, ça m'ennuie autant que ça me perd, j'aime pas la mise en scène, j'aime pas les personnages, je trouve ça parfois ridicule. Et non, je n'adhère pas du tout au cinéma. Je peux comprendre, c'est un film mindfuck qui doit sans doute être très bien foutu, mais ce n'est juste pas un style de film que j'aime, et c'était pas une purge, mais c'était insupportable. 2h30 vraiment insupportable, et je compte pas le revoir, du tout. Du tout, du tout. Donc voilà, je suis désolé, mais ça, c'est typiquement un genre de film que j'adhère pas du tout. Et c'est totalement subjectif. Ouais, bon, c'était pas très complet comme argumentation, mais voilà. Pas du tout aimé, pas du tout adhéré, c'est pas du tout mon style de cinéma. On passe à la suite. Numéro 10, on rentre dans le classement, La Malédiction Winchester, des frères Michael et Peter Spearwig. Un film d'horreur lambda. Alors, ce film est sympatoche, je dis pas, il est que en 10e position, mais dès le début, tout est prévisible. Alors, le fait est que l'histoire de base, enfin, la légende de base, je sais pas si c'est une légende, si on un peu appeler ça une légende, mais je connais le truc de base, le truc Winchester, où c'est le mec qui a inventé le fusil, je crois. Je crois que il avait commencé à construire une maison, je crois que c'est sa fille qui a construit une maison, et c'est des esprits qui lui ont dit construis ça comme ça, construis ça comme ça. Du coup, ça a fait des escaliers qui menaient à rien au plafond, des portes au-dessus, dans le plafond, dans les... Enfin, c'était n'importe quoi. C'est intéressant. Sauf que moi, je regardais 5 minutes du film. 5 minutes où ils expliquent pourquoi la maison est comme ça. En gros, spoiler, bon, voilà, je spoil le film, de toute façon, si vous n'avez pas envie d'entendre les spoilers, bah, vous ne regardez pas la vidéo normalement ou vous passez au film suivant. Mais spoiler, dans une scène, on nous montre comment elle communique avec les esprits pour qu'ils fassent le plan à sa place et qu'ils disent ça, tu mets ça, tu mets ça comme ça. C'est ultra intéressant. Elle communique avec les esprits pour savoir comment faire ça. Je trouvais ça ultra intéressant. Le reste du film, à mes faibles souvenirs, parce que c'est un film très oubliable honnêtement, c'est prévisible, c'est lambda, c'est très beau, mais c'est lambda, c'est prévisible, je trouve pas ça intéressant. Encore une fois, les frères Spearwig, qui, je le rappelle, ont réalisé, bon, Prédestination, c'est perso, mais j'ai eu beaucoup de mal. Ils ont réalisé Jigsaw, qui était dans mon flop l'an dernier. Et genre très haut dans le flop. Enfin, très haut, vers le numéro 1, quoi. Et encore une fois, vous m'énervez, vous deux. Vous m'énervez. C'est lambda, c'est prévisible, tout ce que vous voulez, c'est pas intéressant, ça fait style, ouais, il y a une histoire derrière, mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. C'est que numéro 10, la suite est pire. Numéro 9, Venom de Ruben Fleischer. Ou Fleischer, j'ai le nom sous les yeux, mais je sais plus comment on prononce. Venom. Alors, c'était mauvais, mais ça avait le mérite d'être drôle. Alors, je suis très content que ce film existe, parce que ce film de base, je crois que le projet a été fait pour un peu contredire le Spider-Man Venom, enfin Spider-Man 3, le Venom de Sam Raimi, que j'aime beaucoup, ce Venom. Je trouve que ce Venom est très intéressant dans Spider-Man 3. Et je crois que ce projet était là pour pour faire parler Sony en mode nous on va faire un bon Venom, pour comme ça on va bien niquer ta race, Sam Raimi avec ton Spider-Man 3 de merde, et ton Venom de merde du coup. Sauf qu'ils ont fait n'importe quoi. Enfin, après, je connais pas les comics, mais à ce qu'on m'a dit, le Venom est meurtrier as fuck. Franchement, le Venom, en général, c'est un tueur. Et là, limite, t'as Eddie Brock qui lui met une muselière, qui le caresse un peu, en mode ne fais pas de mal aux gens. Et il fait rien. Il fait pour rien. C'est bon, je suis calmé, Osef. Donc voilà. Et je crois que la scène qui m'a fait le plus rire du film, c'est la scène où ils sont dans la voiture, où t'as la nana, je crois, qui conduit, et Eddie Brock, ou Venom est en lui, il veut récupérer son ex. Du coup, Venom lui donne des conseils pour récupérer son ex. Venom qui donne des conseils à Eddie Brock pour récupérer son ex.
Waouh! On atteint ce summum là. Non, puis le film est en devient ridicule parce que bon, comment Venom entre en lui? Ben, Eddie Brock va dans le laboratoire qui n'est apparemment pas surveillé, il pète une vitre avec un extincteur, une vitre qui est censée retenir pas mal de chocs, je pense, et il brise une vitre parce que quoi? Il y a une nana chelou qui demande si elle peut sortir. Et lui, bah, toute responsabilité, il pète la vitre, parce que c'est sa responsabilité de se dire ah oui, tu peux sortir, ah, vas-y, t'es pas dangereuse, t'en as pas l'air après tout. Tout va bien! Scénaristiquement, ce film, tout va très bien. Non, ce film est con, et puis même le combat final, c'est des bouillies d'effets spéciaux. De toute façon, même le film en général, les effets spéciaux sont pas dégueulasses, mais ils sont très brouillons. Ils sont très brouillons, ce qui fait que le film en général, c'est bof. C'est vraiment bof, et c'est plus drôle qu'autre chose. Je veux dire, encore, la scène de resto, ça m'a pas vraiment choqué. Je me suis dit, ok, le fait de vouloir mettre un peu d'humour, je me suis dit pourquoi pas. Mais le fait est que, bah, en général, bah, il est pas dangereux, mais non, il est dangereux pour un peu, parce qu'on lui dit vas-y attaque, mais quand on lui dit arrête, il arrête. Voilà, il est largement dressé le Venom. Et donc, pour le coup, c'est pas un film d'horreur le truc. Non, c'est pour ça, à mon avis, ils ont bien censuré le film, et la prod a dû vraiment bien niquer le film, je pense. Et pareil, à un moment donné, où Venom et Eddie, ils se parlent face à face, Venom lui dit je sais tout de toi. Sauf que 10 minutes après, c'est qui cette fille-là, cette Anne? Je crois que c'est Anne ou Anna, je sais plus. C'est qui celle-là? Bah, c'est censé savoir que c'est un peu son ex qui lui traîne dans la tête depuis quelques jours. Et qu'il a envie de récupérer. T'es censé savoir un minimum. C'est pas un truc qui est largement dans son esprit, bien en profondeur. C'est un truc qui est quand même pas loin. Incohérence, voilà, ça c'est largement visible et c'est ridicule. C'est dommage. Donc voilà, à ce niveau-là, franchement, Venom, c'est pathétique. Et c'est cool parce que les scènes d'action qui sont sympas, le film est regardable. En plus, parfois, c'est assez surcoté les scènes d'action. C'est vraiment surcoté, c'est pas très agréable parfois. Venom, c'était pas une déception parce que je n'attendais rien. Mais globalement, c'était drôle. Hein. Ah, c'était plus drôle. À la fin, je me suis dit, putain, cette fin. En plus, la fin, c'est une happy end. Genre, Venom et Eddie sont potes. Eddie et Venom sont potes. Limite, ils sortent. Limite, Venom sort du corps d'Eddie, ils se font un check. C'est génial. Hein, c'était sympa. À ce niveau, c'était sympa. Donc voilà, Venom, c'est un ratage de Sony. Moi, je m'attendais à rien du film et bah, j'en suis ressorti avec pas grand chose, juste un peu de rire quoi. Bref, Venom, c'est pas terrible, mais ça a eu le mérite d'être drôle au moins. Bref, on passe au suivant. Numéro 8, 50 nuances plus claires de James Foley. Le premier et seul et unique téléfilm de Stop, enfin de Slop. Oui, c'est un téléfilm, je pense, parce que bon, à part faire du rinçage d'œil et caler des BO pour mettre des scènes de cul au milieu, qui ne sont pas justifiées vraiment, juste, tiens, ça dit on baisse, bah oui, tiens, on baisse, pourquoi pas. Waouh Alors je ne savais pas par quel bout prendre ce film, parce que honnêtement, bah il n'y a pas grand chose. Il y a des confrontations sympas, il y a une scène de tension entre deux personnages que je trouvais assez cool, mais il y a des questionnements sympathiques, mais ça reste de l'ordre du téléfilm, du film où on se prend pas la tête, la fin avec le méchant. Le méchant du film, franchement. L'affrontement à la fin. C'est vraiment du téléfilm. Là, pour le coup, on peut pas se mentir. Surtout le happy end, qui vraiment se finit par ils vécurent heureux, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Même les Disney sont mieux foutus que ça à ce niveau-là, pour les fins aussi contes. C'est 50 nuances peu claires, quoi. Hein. Comme les deux premiers, quoi. Bien que le premier, je le trouvais sympathique, parce que ça allait. Le deuxième, c'était absolument honteux. Enfin, le visage de la femme dans ce film, c'était le pire du pire, franchement. Encore le premier, c'était un peu naïf et tout. Tu te dis, bon, ça peut passer. Mais alors le 2, mais c'était une horreur. Je crois que en plus, je l'avais mis dans mon flop de 2016, si je me souviens bien. Parce que c'est limite traditionnel de mettre ces films dans le flop, c'est terrible quoi, c'est fou. Après c'est pas une catastrophe, je trouve ça juste pas terrible du tout. Mais clairement, vu le niveau scénaristique et mise en scène de téléfilm, ça reste assez bas quand même niveau cinéma. Donc en plus d'être vraiment pas terrible, c'est juste sans intérêt, tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est juste du rinçage d'œil. Voilà, tu mets ça un soir quand tu te fais chier, que tu as envie de te toucher la nouille et puis c'est tout. Voilà, je pense, j'imagine, j'en sais rien. Ça commence plus clair, c'était prévisible, j'en suis désolé. Mais il n'est pas vers le numéro 1, parce qu'il y a bien pire que ça commence plus clair, en tout cas de mon point de vue. Numéro 7,
Deadpool 2 de David Leitch. Je sais, beaucoup aiment ce film, mais je trouve ça insupportable. Alors, là, c'est encore une fois assez personnel. J'aurais pu le mettre avant 50 nuances plus claires, parce que 50 nuances plus claires est clairement assez mauvais et clairement un peu naze. Deadpool 2, je peux comprendre. Le problème, c'est que je préfère regarder 50 nuances plus claires à Deadpool 2. Deadpool 2, j'ai trouvé ça insupportable. Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs du film, je vais vous avouer, je l'ai vu qu'une fois, et je l'ai pas vu en salle. Je l'ai pas vu en salle. Je me suis dit, il faut pas que je le voie en salle. Je l'ai pas vu en salle, j'ai esquivé ce truc, j'ai esquivé ça. Je suis content, je suis fier de moi. Non, parce qu'honnêtement, ça m'aurait vraiment gonflé. Là, je me suis dit, j'ai vraiment pu extérioriser la chose en mode, insupportable. J'aime pas le personnage de Deadpool, j'aime pas sa façon de faire, j'aime pas les vannes, c'est lourd. Putain. Le seul élément qui sauve le film, c'est Josh Brolin en Cable. Bien que Cable soit un peu sous-exploité, enfin, il est charismatique, je trouve, mais bon, il est qu'à la fin, et voilà. Il y a juste la fin du film que j'ai bien kiffé, je me suis dit, la fin est cool, ça va. Mais le reste, c'est lourd, c'est totalement subjectif, mais Deadpool 2, je ne supporte pas. Le premier, j'avais bien kiffé, et voilà, le premier, tout le monde dit, c'est assez simple, c'est plus pour la symbolique de Deadpool qui est enfin bien adapté. Le premier, je le trouvais sympathique, sans plus. Mais ce deux, tout le monde passe à dire, mais oui, mais c'est plus dans le délire, justement. Et c'est justement parce que c'est le plus dans le délire que je ne supporte pas. Deadpool 2, non. Bien que ce soit des scènes d'action sympas, mais le reste du temps, je me suis dit, c'est lourd. Donc voilà, Deadpool 2, c'est sans moi. Voilà. Numéro 6, Insidious, la dernière clé d'Adam Robitel. Quand est-ce que vous allez arrêter cette licence? Laissez Insidious tranquille. Et le fait est que le 3 encore, je le trouvais sympa. C'était réalisé par Lee Whannell, qui était un grand collègue de James Wan, qui a commencé la saga les films. Et là, Adam Robitel, j'ai pas vu un seul film de lui. Et là, pour le coup, j'ai pas envie de voir les autres de sa filmo. Je dois vous avouer que ça fait un an que j'ai pas vu le film, parce qu'à la recherche de ces vidéos, ça fait un an, pratiquement jour pour jour, que je l'ai vu. J'ai pu souvenir, mais à mes faibles souvenirs, prévisible, pas flippant, et même si ambitieux, très mal foutu. Et malgré tout, l'histoire de Lise, ça aurait pu être intéressant. Parce que c'est quand même un spin-off sur Lise. Je crois que c'est Lise ou Elise, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Lise, je sais plus. Mais ça aurait pu être intéressant. Mais tu rends la chose, mais naze. Tu sais pas, mais tu sais mettre une ambiance, mais tu ne sais pas gérer la mise en scène et la peur. Tu ne sais pas gérer ça. Ouais, il y a du brouillard. Tu mets du brouillard partout. Et c'est tout. Ça fait peur. Non. Travaille la peur. Merde. C'était assez nul. Vraiment. Et je suis vraiment... ça m'énerve que cette saga prenne encore des dimensions nulles. Le 3 avait un peu rabaissé le niveau, mais ça restait correct. Désolé, Whannell, je t'aime beaucoup, mais bon. Faut dire ce qu'il y est, c'était assez... pas trop mal. Mais là, franchement, on atteint un fond. Arrêtez. Sauf si vous prenez James Wan, il sera assez occupé, je pense, parce qu'on le demande à de nombreuses reprises, dont pour les blockbusters, etc. à ce moment. Prenez James Wan au pire, mais sinon, arrêtez. Arrêtez avec Insidious. Stop. S'il vous plaît. Le premier est un putain de mon film, le 2 est une très bonne suite, le 3 est très sympathique, celui-ci, c'est le plus de trop. Stop. L'humour est pas drôle en plus, enfin, ils veulent faire de l'humour. Putain, c'est écrit et dialogué par Lee Whannell. Est-ce que c'est Adam Robitel qui fait de la merde, ou est-ce que c'est Lee Whannell qui vraiment, je ne sais plus quoi faire? Je comprends pas. Lee Whannell, je lui fais confiance. Parce qu'il a sorti un film, par exemple, Upgrade, je l'ai fait pour ce film, qui n'est ni dans mon top ni dans mon flop, qui est un film très sympathique. Il est pas ouf, mais vraiment, c'est super intéressant. Donc je vois comment il réalise. Il réalise plutôt bien, même si c'est un peu bâclé ce qu'il fait, mais c'est plutôt bien fait. Mais là, s'il est à l'écriture, je pense que c'est vraiment Adam Robitel qui fait de la merde. Lee Whannell, ça à l'écrit, lui, il met ça à l'image. Donc je suppose que mettre ça à l'image en mettant en scène, je pense que on peut dire qu'il sait pas mettre en scène, il sait pas mettre de la peur. C'est trop prévisible, même si c'est très beau, hein, la photographie, voilà, ça va, mes souvenirs c'était vraiment très bien. Mais non. Insidious, la dernière clé, ça me saoule de le mettre là, mais il faut le mettre. Même si ça gâche pas les premiers Insidious, clairement pas. Mais c'est juste un spin-off un peu inutile. Ça aurait pu être intéressant, parce que l'idée de base est assez intéressante, je dis pas le contraire. Mais le monstre avec les clés, là, c'est super mal utilisé, c'est nul. Et non, arrêtez. Stop avec Insidious, arrêtez. Dernier volet, j'espère, arrêtez. Donc voilà, Insidious, la dernière clé,
Non, c'est un peu naze. Un peu beaucoup naze. Un petit peu beaucoup naze. Numéro 5, Casse-Noisette et les 4 royaumes de Lasse Alstrom et Joey Johnson. Mon Dieu! Mon Dieu! Vous avez un univers pareil, un conte de fées aussi cool, et vous en faites ça! Mais quoi? En plus, l'affiche est magnifique, je me suis dit, ça peut être cool! En plus, vous avez mis l'actrice d'Interstellar, je sais plus comment elle s'appelle, et Keira Knightley. Les gars, vous avez un casting trop bien, et vous en faites ça. C'est niais, c'est pas drôle, c'est parfois très moche, c'est bâclé pour les trucs les plus importants. Il y a des personnes qui servent à rien, et même le scénario est vraiment con parfois. Elle doit récupérer une clé par une méchante, enfin, par une méchante qui détient cette clé, une méchante qui est crainte. Elle récupère la clé parce que la méchante l'a fait tomber, donc elle la récupère. Elle me suis dit non, c'est pas aussi simple que ça quand même. Et bah si, elle récupère la clé aussi simplement. Du coup, la méchante, avant, elle était craintive, mais après, elle sera plus vraiment craintive, parce que la vraie méchante, c'est pas elle. Je spoilerai pas, mais c'est un peu... C'est un retournement un peu nul. Elle récupère la clé pour récupérer son œuf. Non, son œuf, je sais plus, je crois que c'était un œuf, je sais plus, je crois que c'était un œuf. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, elle est un peu déçue, elle s'est dit c'est tout. Du coup, elle devrait rentrer chez elle, parce que, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas été appelée parce qu'il y avait des problèmes dans le royaume. Elle voulait juste récupérer une clé, par la méchante. Du coup, elle récupère la clé. Donc ça devrait être fini, sauf que le mec lui dit non, on a besoin de vous au royaume. Mais pourquoi vous avez besoin de mon royaume? Je ne sais pas, on ne saura jamais. Mais quand elle débarque au royaume, ah, la nouvelle méchante est révélée. Oui, mais avant il n'y avait pas de problème. Pourquoi t'as été chercher le problème? Bon, t'as pas été chercher le problème, mais t'as été voir ce qui se passait en plus, pour rien, t'avais pas besoin d'aller plus loin. Surtout t'as une vie à côté, je te signale, ton père et tout t'attendent, et du coup, la méchante se crée. Et ça fait un combat, au final, pas ouf. Même les visuels. Les visuels, bon, déjà, il y a des soldats avec des stalactites, là, ça fait trop plastique, les stalactites, on voit que c'est pas du vrai, c'est très moche. Et même, enfin, les visuels en général, il y a quelque chose, mais ils n'ont pas été au bout de leur ambition visuelle, quoi. Ça pourrait être très beau, mais des fois, c'est un petit peu beaucoup laid. Ce qui donne donc un résultat globalement un peu naze, parce que c'est niais, ça prend des raccourcis scénaristiques incroyables, les personnages sont pas ultra intéressants, c'est pas ultra attachant. Mais on dit vraiment des... Vous savez les films pour enfants sur les chaînes TV, les personnages un peu nuls, il y a de ça dans ce film. Le personnage, le Black, je sais pas comment il s'appelle le Black, ni l'acteur ni le personnage, j'ai plus des noms, ça fait vraiment le genre de personnage un peu nul. Je saurais pas comment décrire, mais je sais pas, tu sens que le personnage, il arrive pas à jouer. C'est pareil, il y a un moment donné où elle veut passer un pont pour aller à un royaume, va vers le pont, donc elle fonce, hein, elle trace sur le pont, elle se fait arrêter par un mec, du coup le Black, il comprend que c'est la princesse, du coup il la fait passer, mais il ouvre une barrière. Alors s'il ouvre une barrière pour la laisser passer, ça veut dire qu'elle n'était pas censée forcément aller sur le pont en mode je trace. Parce que j'imagine qu'elle voyait pas une barrière, je pense rien, mais il n'y avait pas de barrière dans ce cas-là. Si elle voyait qu'elle pouvait tracer, et s'il y a une barrière finalement, donc ça veut dire qu'elle ne pouvait pas tracer, ou bien elle aurait dû s'abaisser pour passer en dessous. C'est pas logique. C'est con parce que c'est un univers qui aurait pu être maîtrisé, mais il n'arrive pas à rendre son univers intéressant, il n'arrive pas à rendre son univers beau, il n'arrive pas à rendre les personnages intéressants. Tout ça, c'est pour gosses. De toute façon, c'est pour gosses, ça prend des raccourcis juste parce que c'est pour les gosses, et parce que prenons les gosses pour des cons, on s'en fout, les gars. Bref, Casse-Noisette, c'est un gâchis monstrueux, et c'est énervant parce que l'univers avait l'air super intéressant. L'histoire aurait pu être intéressante, mais c'est extrêmement mal exploité. Les personnages sont bof, et même enfin, tout est nié dans ce film, et c'est bâclé, les scènes de combat, la mise en scène est pas ouf du tout, enfin, c'est assez peu travaillé, la méchante, un peu révélée sympathiquement, mais c'est pas ouf, et la première méchante, c'est pas une vraie méchante, parce que de base elle est crainte, c'est pas une vraie méchante, et tous ces trucs qui vont pas dans le film, bref, c'était assez naze, et c'était un énorme gâchis. Bref, Casse-Noisette et les 4 royaumes, c'était plus Casse-Couille et les 4 royaumes que Casse-Noisette. C'est un jeu de mots pourri, mais pour un film pourri, que voulez-vous que je vous dise? Mais bon, dans le genre scénario très mal exploité et énorme gâchis, on a pire.
Numéro 4, Fiez pas aux apparences. un raccourci dans le Je ne scénario. peux pas repartir sans mon père. Je crie au scandale. Il y a un potentiel visuel de taré. Le fait est que, déjà, j'ai découvert l'affiche du film sans le titre dans un magazine Écran Fantastique à l'époque, et je me suis dit, enfin, l'affiche elle-même était magnifique de base. Je me suis dit, waouh, il y a un potentiel visuel avec ce film, ça a l'air assez fou. Après, j'ai vu le titre, un raccourci dans le temps, je me suis dit, waouh, ça va parler de raccourci dans le temps, ça va parler de paradoxe temporel, de raccourci, tout simplement, enfin, en tout cas de temps. Et maîtriser le temps et mettre des raccourcis dans le temps, ça peut être vachement intéressant. Je me suis dit, ah, il y a un truc, il y a d'avoir un potentiel visuel et un potentiel scénaristique de malade mental. En plus, j'ai vu la bande-annonce du coup, et ça avait l'air ultra intéressant. Je me suis dit, putain, en plus, il y a des espèces d'effets kaléidoscopiques, enfin, un peu à la Doctor Strange, quoi, comme j'aime, enfin, des kaléidoscopes, enfin, des vraiment des trucs visuels, des idées visuelles. Je me suis dit, ça va être fou. Donc je suis amoureux tellement c'est beau. Et comment tu peux avoir un univers visuel aussi fou et en faire scénaristiquement de la merde? Tu sens que le film a été réfléchi pour être un téléfilm pour enfants. Enfin, le problème c'est que ce film c'est comme Valérian. Valérian est plus divertissant et mieux réfléchi, et je pèse mes mots. Là ici, on a clairement un univers visuel fou qui est plus ou moins bien maîtrisé. Il y a des trucs visuels, c'est un peu moins bien foutu, mais globalement ça va. Mais alors le scénario, c'est un film pour enfants de 4 ans. On nous prend pour des cons. En plus c'est marrant parce qu'au début du film, il y a le personnage, je sais plus comment s'appelle le personnage, mais en tout cas il y a un mec, c'est un scientifique, il essaie d'expliquer de manière scientifique le truc de raccourci dans le temps. Tu te dis, ah bah ça va, enfin, il donne des trucs un peu plus scientifiques, sauf qu'ils font croire que c'est scientifique, mais en fait c'est nul. En fait, c'est simple. Et il se passe des trucs tellement basiques, mais il y a des facilités, et même ça parle comme un enfant de 4 ans. Ça parle à un adulte qui parle à un enfant de 4 ans. Et pour le potentiel visuel de malade, j'ai jamais été autant énervé en sortant d'une salle de cinéma en 2018. Autant il y a des films, ça m'a un peu saoulé, autant celui-là, je me suis dit, putain, le pire c'est que heureusement qu'avant, j'ai vu des critiques qui disaient que c'était niais, que c'était trop enfantin, que c'était trop machin. Parce qu'honnêtement, j'aurais découvert le film sans avoir aucun retour à côté. Je pense que j'aurais pété un plomb en pleine salle, je me serais dit, mais ah, t'es énervant en film. Vraiment, si j'avais pu secouer mon siège dans la salle de cinéma, j'aurais pu le faire, enfin je l'aurais fait parce que c'est énervant au possible d'avoir une capacité pareille et d'en faire un gâchis. C'est simple, t'as le chef-op et les effets spéciaux qui étaient à fond sur le film, qui voulaient vraiment faire de la qualité, à part quelques-uns qui sont un peu moyens. Et le scénario, t'en avais rien à branler. Mais genre rien. Je crois que c'est le plus gros gâchis de cette année 2018, à raccourci dans le temps. Et franchement, ça m'énerve. Donc voilà, c'était un film que j'attendais. J'espérais, malgré des petites critiques, que ce soit très sympa quand même. En plus, la 3D était belle. J'ai été le voir en 3D, je me suis dit, ah, la 3D est très belle. Je me suis dit, ah, c'est cool. Ouais, la 3D est très belle, mais ça va pas suffire, les gars. Visuellement, c'est intéressant, il y a un truc, bien que des fois, je le dis, c'est crade, mais le scénario, c'est 0 pointé. Un raccourci dans le scénario, littéralement, ce film. Un potentiel visuel pour un énorme gâchis. Voilà tout ce que je retiens de ce film. Très dommage, c'est vraiment naze. Bref, passons maintenant au fabuleux podium des pires films de 2018. Et donc, du coup, numéro 3, La Nonne de Corinne Hardy. Oh putain. Oh putain. Alors, la bonne annonce m'avait dit que ça allait pas être ouf, mais alors à ce point, vous vous rendez compte que vous venez de gâcher un potentiel de malade qui vient de la saga Conjuring. Conjuring 2 qui était formidable. Jameson avait réussi à faire une nonne qui mettait une tension monstre avec 0 parole, juste à l'image, et qui avait réussi à donner un doute certain. Je vous invite à aller regarder ma critique de Conjuring 2, j'en parle. Bon, elle date un peu,
Voilà, mais ça va. Je trouve qu'elle est encore plutôt bonne, ça va. Bon, je me jette pas des fleurs, mais voilà. Mais en tout cas, la nonne, ça avait un potentiel. Le problème, c'est que quand tu les mets entre les mains d'un mec qui ne sait pas faire les choses et qui s'en fout du projet, quand je dis qu'il s'en fout, c'est qu'il s'en fout, parce que clairement, ce film, j'ai pas l'habitude de dire ça pour un film, parce que généralement, je me dis, il y a quand même des trucs à prendre, etc. Ce film est une machine à fric. Il n'y a rien à sauver dedans. Tout est cliché, tout est prévisible, les personnages sont parfois très cons. Il y a un personnage qui ne sait pas jouer, je sais plus, je crois qu'en plus c'est un, je crois qu'il joue le rôle d'un Français ou non, oui, d'un Français ou d'un Québécois dans le film, je sais plus. Je sais plus si l'acteur est français ou pas, je sais plus. Mais en tout cas, cet acteur est très mauvais déjà. Et même, je veux dire, tout dans ce film est un concentré de clichés où tout est prévisible, aucune tension n'est mise. Il n'y a aucun travail de mise en scène, il n'y a aucun travail de peur dans ce film. C'est ça qui est dingue. Le film s'en fout de lui-même. Tu le sens, et pourtant tu sens que scénaristiquement il y a un truc derrière. Ils ont voulu faire un truc. Le problème c'est qu'à l'image, il y a tout qui est nul. C'est incroyable. Ça ne devrait pas encore exister des films d'horreur pareils. C'est naze, vraiment. Et pourtant c'est plutôt beau. Bon, ils ont mis tout le budget dans le brouillard. Et non, mais en plus la nonne ne fait pas peur. Genre, tout ce que la nonne sait faire, c'est hurler quand on ouvre une porte, on la voit, elle gueule, elle fait du vent. Elle fait du vent. Son seul truc qui fait peur, c'est faire du vent. Non, il y a rien. Il y a rien à sauver, je suis désolé, c'est horrible. Ça aurait pu être un nanar. Franchement, parce qu'il y a vraiment une scène, je me suis dit, c'est drôle quand même. Je veux dire, il y a un moment, il y a un autorail. Il y a un moment, ils sont dans une. Je sais plus, dans un endroit assez sombre, et le mec avec la lampe de poche, il entend la radio s'allumer, et au moment où pile où il met la lampe de poche sur la radio, elle s'éteint, toute seule. Ah, l'inventivité scénaristique, enfin de mise en scène, je sais pas, mais vous en êtes à ce niveau-là, les gars. Et les personnages sont cons, genre il y a un moment donné où il y a un espèce de cube par terre avec de la ficelle, et genre la ficelle, donc le cube il avance, et le personnage le suit. Toi t'es normal, tu te dis non, il y a un piège au bout, non, le personnage le suit. Et après, il y a une espèce de zombie qui sort de la glace. En plus, quand il sortait de la glace, je me suis dit, enfin, dans ma tête, quand le truc est sorti de la glace, j'avais la chanson Libéré délivré dans la tête. C'était assez amusant. Et c'est pour ça, mais tout le long du film, c'est comme ça. Des personnages cons, des situations débiles, tout est prévisible, tout est débile, tout est con. C'est incroyable. Donc voilà, La Nonne, c'est nul. Et arrêtez avec la saga Conjuring. Je sais que vous comptez faire, je crois qu'ils comptent faire un truc sur l'homme tordu de Conjuring 2. Ça sert à quoi ? Vraiment, et je crois, hein. Là il y a un Annabelle le 3 qui est prévu. J'ai vu Conjuring 3, je sais plus par qui il était réalisé, mais il est réalisé par un mec qui va sortir un truc sur la Dame Blanche, je crois. Je sais pas. James Wan, sauve-nous la vie. Au pire, je sais pas, les Guadel, avec un peu d'entraînement, ce serait bien, mais arrêtez, par pitié, arrêtez de réaliser ces daubes. Arrêtez, laissez Conjuring tranquille. Déjà que vous faites chier Insidious, la saga, enfin la licence, arrêtez de faire chier Conjuring. Laissez ça tranquille. Ou bien, appelez des vraies personnes, des cinéastes, pas des gens qui font ça comme ça pour le fric. Et vraiment, c'est une machine à fric ce film, ça se voit. La Nonne, un des pires films de 2018 que j'ai pu voir. Mais bon, il y a pire. La suite n'est pas très originale, mais j'ai réussi à trouver pire. Et croyez-moi, il y a toujours pire. Numéro 2, Taxi 5 de Franck Galton-Bide. Galton-Bide, ouais, t'enlèves juste le Galton, ça fait un bon gros bide, effectivement. Alors, qu'on se met d'accord sur un truc. La saga Taxi, j'aime beaucoup les taxis, sur le 1, le 2, le 3, même le 4, j'aime beaucoup le 4. Mais alors là, on a atteint le fond, l'ultime beaufry en termes d'humour. Tout c'est cliché, ça se fout de la gueule des nains, des gros. Les Italiens méchants, il faut qu'ils plissent les yeux pour avoir l'air méchant, sinon ça marche pas. Il y a une blague sur le caca, pour rien. Genre, ils montrent une camionnette qui récolte les crottes de chiens, je crois, en ville, et genre, ça ne sert à rien, cette scène ne sert strictement à rien, juste à faire une blague sur le caca. On en est arrivé là. Alors, je ne connais pas les goûts musicaux, chacun ses goûts, bien que je trouve pas ça terrible comme goûts musicaux. Mais bref, ne jugeons pas, il y a de Jul. D'ailleurs, si vous regardez bien sur l'affiche, si vous zoomez un peu, vous pourrez apercevoir le petit signe de Jul de Gilbert. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus.
Voilà. D'ailleurs, le personnage qui est là, clairement pour prendre son chèque parce il sert à rien. Il sert à rien. Enfin, à mes souvenirs, il sert à rien. Et enfin voilà. Et du coup, non, c'est énervant. En plus, il y a des scènes, j'ai trouvé ça sympa. Il y a vraiment des scènes, je me suis dit, ça fonctionne bien. La relation de personnage, c'est très cool. Le problème, c'est que ça prend tous les clichés possibles de Marseille, de je sais pas trop quoi. Bon, je suis pas un habitant de Marseille, je connais pas Marseille, mais putain. Et les taxis, c'était tellement bien de base, putain. Mais je sais pas si je suis le seul à aimer tous les taxis, même le 4. Bon, bien que le 4 soit le moins bon, je trouve, mais tous les taxis, je les aime bien. Et là, vraiment, on a atteint un fond. C'est catastrophique. Limite, je me dis que ce film a été fait pour sauver EuropaCorp. Parce que Valérian, on va pas se le cacher, c'était pas terrible. Ça a fait un énorme flop tant aux États-Unis qu'en France, je crois. Mais ça a fait beaucoup d'entrées en France. Mais un flop critique, ça c'est sûr. Et je pense que, vu qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris des échos, je sais pas trop, EuropaCorp a des complications. Et je pense que ce film a été clairement pour sauver EuropaCorp parce qu'ils savaient que Taxi, ça allait un peu marcher. C'est une comédie française, grand public. C'est une suite d'une licence qui a plutôt bien marché, je pense. J'imagine. C'est un niveau incroyable de la beaufrie, ce film, je revenais pas. Et pourtant, j'ai des collègues, enfin des amis, qui ont aimé le film. Dédicace à toi, Nicolas Tom, 78. Ah, j'espère que c'est le dernier. Le pire, c'est que le 4, il disait que c'était le dernier. Et là, le 5, oh bah tiens, bonjour. Le pire, c'est que je me suis rendu compte que l'acteur principal, c'était le réal du film. Putain. Donc voilà, arrêtez les taxis, stop. On arrête tout. Putain, à chaque fois, c'est les suites qui sont mauvaises. Ou les spin-offs, ou les trucs comme ça. C'est fou, ça. Le pire, c'est que j'attendais pas le film. Enfin, j'attendais un peu le film, parce que je me suis dit, J'attendais un peu le film, parce que la bande-annonce encore, elle me mettait un peu perplexe. Mais je me suis dit, si le casting change, c'est pas bien grave, ça me dérange pas. Ils peuvent faire un bon truc avec un casting différent. Mais ils justifient ça d'une manière tellement bof. Ils font juste un clin d'œil en mode, oui, lui, c'est je suis le cousin de... Je sais plus trop. Donc voilà, Taxi 5, grosse nullité de 2018, un des pires films de 2018, l'une des pires comédies françaises de 2018. Et là, on va arriver, très cher viewer, au summum du cinéma qui n'en a rien à foutre. Numéro 1, à la 2 de Lionel Steketty. Désolé, je voulais pas le mettre. Je suis désolé de ce manque d'originalité. Je suis désolé, c'est pas du tout original et j'ai frappé sur ce film comme 90% du YouTube français. Je suis désolé. Je voulais trouver pire, mais j'ai pas trouvé pire. Comment vous voulez faire pire qu'un film qui en a rien à branler de son propre univers? Le film fait de l'humour pour de l'humour. Le film s'en fout de la cohérence de son humour. Le film te fait des vannes anachroniques, te fait des placements de produits anachroniques pour le fric. Et je sais pas, ils sont tapés un délire. Ils se sont dit, tiens, on va tourner là-haut, on va prendre du budget, et on va faire un film, on va se faire un délire tout seul. Et on va le mettre au cinéma. Et même si c'est pas cohérent, on s'en fout, on veut s'amuser. Sauf que tu t'amuses pas en faisant un film qui n'a rien à foutre de la cohérence. Tu ne peux pas. Je crois que la pire scène que j'ai eue dans ce film, l'une des pires scènes, parce que vraiment il y a du pire, je crois que la pire scène, ça a été quand Jamel Debbouze a plusieurs doubles. Genre, ils te disent pas que Jamel Debbouze a des coussins qui lui ressemblent, ou des clones, ou des frères jumeaux, quoi. Non. À un moment donné, la princesse, elle fait tomber Jamel Debbouze par la fenêtre, du coup, par le balcon. Là, tu te dis, ah, il est mort, il va se passer un truc. Ils vont trouver une solution, je sais pas, il y a un truc, il y a une personne en moins, il y a un personnage en moins. Sauf que non, il a un clone. Ah, tu savais pas, hein. Deus Ex Machina, bim dans ta gueule. Sauf que il le retue, le deuxième clone, là, tu te dis, ah, encore une fois. Sauf que non, il y a un autre clone qui apparaît. Et encore un, et ça ne s'arrête pas. Ah, film, t'es en train de me tuer. Et je pense que le pire, c'est quand le génie arrive pas à voyager correctement. Du coup, il voyage partout. De toute façon, vous irez voir la vidéo de The Panda sur Alado, il décrit parfaitement la chose. Mais cette scène, mais j'en pouvais plus, ça m'a traumatisé. Je suis fan de l'univers dont ils ont fait rêve, et franchement, voir l'univers se faire chier, se faire souiller à ce point-là, ça m'a rendu fou. L'univers de la Reine des Neiges. Il y a un moment, ils entrent dans l'univers de la Reine des Neiges, où les CGI sont dégueulasses. Mais quand je dis dégueulasses, c'est les CGI sont dégueulasses. C'est de la neige en CGI, c'est moche, c'est de la glace, c'est dégueulasse. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces CGI? Ils en ont même rien à foutre de leurs effets spéciaux. Et ça tout le long du film, hein. Tout le long du film. Je vais y revenir rapidement, mais ils arrivent dans le royaume de la Reine des Neiges,
Et là, qu'est-ce que je vois? Anaïs Delva. Qu'est-ce que t'es venu foutre dans ce projet? On t'a payé combien pour faire ça? Pourquoi t'as accepté ce rôle? Je sais pas si je pleurais ou en pleurer. Je t'aime trop, Anaïs Delva, pour que tu sois dans un film pareil. Putain. Tu es moi! Et Anaïs Delva, quand on lui dit il faut libérer et délivrer machin. Ah, mais ça ferait une trop belle chanson, ça, libérer. Ah, je surjoue pas, c'était horrible. Je vous promets. Or, non, ne regardez pas ce film. J'allais dire regarder le film pour prouver, mais non, ne regardez pas ce film, ça sert à rien. Il faut pas. Il y a des références comme ça partout, il y a des blagues de merde comme ça partout. Et du coup, je vais revenir au CGI. Parce qu'à un moment donné, on rentre dans la lampe du génie, et tu sens tellement qu'ils ont fait un fond vert dégueulasse. Enfin, le fond vert est bien géré, mais les CGI sont dégueulasses, il y a des paillettes, il y a du doré partout. Et tu sens tellement que les acteurs sont sur des câbles, enfin, tirés par des câbles, et qui sont dans les airs et tout. C'est dégueulasse, c'est pas beau. Ils en ont rien à foutre des effets spéciaux. Le pire, c'est à la fin où les deux génies s'affrontent avec des cartes de vœux. Parce que c'est des génies, donc faut faire des vœux, donc des cartes de vœux, t'as compris jeu de mots, enculé. C'est un calvaire à ce niveau-là. Niveau blague de masse, c'est un calvaire. Et pareil, placement produit. On s'en bat les couilles. Il est dans le désert, il y a un gros plan sur un truc de Capri Sun. C'est inutile. Le personnage a soif, mais c'est anachronique, ça ne marche pas dans ton univers, ça ne peut pas marcher. Et pareil, et beaucoup ont réagi là-dessus, mais je suis d'accord, que Jamel Debbouze, c'est un connard dans l'histoire, parce que c'est encore une histoire, hein, je veux dire, le mec qui est Kev Adams est dans un avion, il raconte ça à un gosse, hein, voilà, mais donc du coup il fait ce qu'il veut, on s'en fout. Mais Jamel Debbouze, dans l'histoire de son truc, c'est un gros connard qui veut récupérer la princesse ne veut absolument pas de ses avances, mais lui il continue, il force. Ah, ça c'est un bon message, hein, harceler les nanas, les mecs pour les péchos, n'est-ce pas? Mais en vrai, il doit arrêter un mariage, dans la vraie vie, le mec l'a laissé parler tranquillement. Le mec n'est pas un connard. Parce que quand Kevin Adams, lui, est un gros nulos qui, dans le premier film, piquait les magasins, là, il veut se rattraper. Sauf que, bah oui, la princesse va accepter parce que, oh, t'es quand même mignon, hein. Ah, quand même. Ce ne sont que des messages de merde. Ce film bombarde de messages de merde, de références de merde. Le pire, c'est que je me suis dit, putain, Aznavour est décédé, le pauvre, cette année. Bon, assez vieux, ça va. Mais, et du coup, ils ont fait une vanne sur une de ses chansons. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Je me suis dit, putain, oh là là, ils sont tellement mal tombés. Oh la vache, c'est terrible. Même le coup de, oh, il a une petite épée, ah bah, c'était une petite bite. Arrêtez. Non mais le pire, c'est que j'ai cru à ce film. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu la bande-annonce. Et la bande-annonce, elle était bien. Je vous promets, j'ai trouvé la bande-annonce très bien. Les vannes fonctionnaient plutôt bien. Et quand Jamel Debbouze disait ouais, ça c'est une épée de merde, rappelle-moi l'épée qui fait peur, je me suis dit c'est rigolo l'épée qui fait peur parce qu'elle est plus grande, donc visuellement ça fait plus peur, tu vois. Je me suis dit ça c'est drôle. Mais dans le film c'est pas drôle. La bande-annonce c'est plus drôle que le film lui-même, parce que le film n'arrive pas à gérer son humour. Le film s'en fout. Il veut juste mettre des références à la suite. Et il met des sketchs de Jamel, enfin des blagues à la sketch de Jamel. Du coup ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Le film s'en fout de sa propre cohérence, il fait des anachronismes. C'est-à-dire, à propos d'anachronisme, vite fait, il y a un caméo, et là, la bande-annonce le montre et j'étais mort. Il y a un caméo de Biflo et Oli. Deux rappeurs que j'admire énormément, qui font un caméo dans ce film. Avec le talent monstrueux que c'est de la honte, ils finissent dans ce film. Et je vais vous montrer un truc parce que il a fait de la promo, Oli, sur sa story Snapchat, Instagram. Il a fait de la promo de ce film. Du coup, je lui ai envoyé un message et il m'a répondu assez vite, j'étais très content. Je suis content qu'il réponde assez vite à leurs fans, c'est très cool. Et qu'il était peut-être pas occupé à ce moment-là, j'en sais rien. Mais il m'a répondu et du coup, il se dit, ouais, mais bon, c'était pour les potes. Du coup, bon, un jour on fera vraiment dans un film. Voilà, quoi. Donc du coup, il y a Big Flo et Oli, mais ça encore, c'est pas un anachronisme. L'anachronisme, c'est que l'un d'entre eux, l'un des deux, a une casquette. Ils se sont dit, on s'en fout. On leur met pas des trucs de Bagdad de l'époque, non. Laissez vos casquettes. Je crois qu'il y a un des deux, je crois que c'est Big Flo qui a sa casquette. Pourquoi t'as une casquette? Tu es à Bagdad. Anachronisme.
juste pour faire la vanne. Bref, à la 2, j'ai pas trouvé pire. Je suis désolé, c'est pas original, j'aurais pu trouver pire. Quoique, il y en a certains qui ont vu pire parce qu'il y en a certains qui ont vu les dégâts. Et j'ai pas vu les dégâts. Je m'affiche pas de trucs pareils. Niveau 0 du cinéma. Niveau 0. Le film s'en fout. Ils sont fin délire, le film s'en fout. Puis, sont Lionel Teketi, il avait fait une nouvelle auto de Cendrillon. Le pire, c'est que les nouvelles autos de Cendrillon, pour en parler vite fait, il y avait un truc sympa de base. Le problème, c'est que le film a été fini à la pisse. Ils se sont dit non, le film est pas assez beau pour rajouter des blagues de merde, des blagues de cul, et des trucs beaufs, et des trucs nuls à chier, quoi, du pipi caca et tout. Bref, Lionel Teketi arrête de faire du cinéma, et même si je pense qu'il va continuer, parce qu'à la 2 a fonctionné, hein. De base, bon, vous allez me dire, t'as été le voir au cinéma? Oui, j'étais le voir au cinéma. Parce que j'étais plus légitime que certains qui n'ont pas été le voir. Puis de toute façon, vu que je vais voir beaucoup de films, j'ai été voir beaucoup de films cette année, même du cinéma français, donc du coup, je m'autorise à aller voir quelques daubes, hein. Là, j'ai le droit. Pour être plus légitime après au niveau du film. Bref, j'ai été voir le film au cinéma, et j'ai voulu le voir en avant-première. Sauf que l'avant-première était blindée. Donc c'est quoi le plus triste? C'est que moi j'allais voir le film ou que tout le monde allait voir le film à ce moment-là? Non, parce que ceux qui vont voir le film en avant-première, c'est pas forcément des cinéphiles qui vont voir tous les films de l'année. Parce que moi encore ça va, je vais voir des films français, je vais voir plein de films, plein de très bons films qui sont pas forcément beaucoup promouvoir. Donc je m'autorise à aller voir quelques daubes, quitte à savoir que c'est des daubes. Mais il y a quand même plein de monde qui va voir ce film. Et l'avant-première était blindée. Et j'ai trouvé ça tellement triste. Donc voilà, arrêtez. Avec, putain, le film s'appelle À la 2. Le pire, c'est que ma mère, qui n'est pas cinéphile, quand je lui ai dit que j'allais voir À la 2, qui était la suite d'Aladin, elle m'a dit À la 2, mais c'est nul, enfin, c'est pas drôle. Même ma mère, même elle, a dit que c'était pas drôle. Alors que bon, enfin voilà, tu peux trouver l'humour un peu con, un peu débile. Mais même elle, enfin, je me suis dit, mais merci maman, merci de prouver la chose que c'est nul. À la 2, putain de merde. Pire film de 2018, à mes yeux. Je pense qu'il y a sans doute pire, j'en sais rien. Après, je vous dis, c'est une question de subjectivité. Mais là, clairement, on atteint le fond. Hein. Dans les expériences que j'ai vues cette année, c'était assez mémorable. Donc voilà, puis je compte même plus le nombre de facepalm que je me suis tapé tout le long de la séance, parce que vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce petit flop, enfin petit, je dis petit, mais j'ai pas encore fait le montage. Donc oui, la vidéo va être longue forcément, parce que j'ai beaucoup parlé pour certains films. Bref, merci de m'avoir suivi cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis voilà, je suis très content d'être revenu pour au moins faire ce flop. Donc je vous inviterai pour le top si vous n'avez pas encore vu le top. Et puis peut-être que je vous parlerai de tous les films que j'ai vus cette année. Je ferai un bilan global avec des avis rapides sur tous les films que j'ai vus. Parce que 70 films, sans reparler de cela évidemment. Mais je noterai les films je pense. Et je pense que voilà, je vais vous donner tous mes avis sur tous les films. Qui sont pas ni dans les tops ni dans les flops. Quoique je passerai par cela, mais vite fait pour leur donner la note. Mais voilà, globalement, je vous ferai des vidéos sur tout ça. Et donc je vais passer maintenant au top. Je vous retrouve tout de suite pour le top que je vais tourner juste maintenant parce que voilà, c'est comme ça que je vais faire mes vidéos. En espérant que cette vidéo vous a plu, en espérant que mes avis vous ont convaincu. Après il y en a certains, je me rappelle plus trop parce que je les ai pas vus depuis belle lurette. Et quand il s'agit de flops, c'est des films que j'ai pas trop envie de revoir en général. Bien que dans les au niveau 15, entre les 15 et 10, ou bien 15 et 13, je pense que c'est des films que je pourrais revoir quand même. Bien que voilà, j'aime pas trop, mais c'est des films que je pourrais revoir. Et les autres, c'est pas la peine. Vraiment, même si c'est des films de lointains souvenirs, c'est pas la peine. Donc voilà, je n'en dis pas plus, parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, elle est beaucoup trop longue à mon avis. Donc voilà, je vous donne rendez-vous juste maintenant pour le top, pour ceux qui ne sont pas passés encore par le top. Et sinon, je vous remercie d'avoir suivi mon retour, ça m'a fait très plaisir de revenir. Et moi je vous dis peut-être très bientôt, je ne sais pas si je continuerai les vidéos en 2019, on verra bien, selon moi, voilà, on verra bien. Je vous souhaite une bonne année, bonne santé, voilà, et tout ce qui s'ensuit pour cette année 2019. Que vos projets aboutissent et que tout aboutisse et que ce soit bien. J'ai pas du tout d'argument, je sais pas du tout quoi dire pour ça, c'est un petit peu nul. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!